Donc je réfléchissais l'autre jour sur les nombres. Vous savez qu'il y a des mathématiciens qui pensent qu'il n'y a rien de plus réel que les nombres. Et c'est une proposition intéressante, je veux dire. C'est évidemment le cas qu'une fois que vous inventez ou découvrez les nombres, que ceci vous confère alors un pouvoir incroyable. Et qui connaît les limites de ce pouvoir? Et l'affirmation selon laquelle les nombres sont plus réels que toute autre chose est fondée en partie sur le fait que lorsque vous les découvrez, ou les inventez et commencez à les utiliser, votre capacité à fonctionner dans le monde s'agrandit immensément. Et donc, c'est une des manières de juger si quelque chose est réel ou non, que lorsque vous l'utilisez, cela facilite vos possibilités de fonctionner dans le monde. De façon intéressante, les nombres sont des abstractions. Et donc cela soulève une autre question, laquelle est, eh bien, qu'est-ce qui est le plus réel? La chose dont on tire une abstraction ou l'abstraction elle-même? Et encore une fois, cela n'est pas évident. Et peut-être la question du plus réel n'est pas la plus pertinente, peut-être que c'est une question de réalité équivalente, mais cela n'est pas évident que les abstractions ne sont pas réelles, et vous pouvez construire une argumentation sacrément solide pour justifier que celles-ci sont plus réelles que toute autre chose. Et alors vous pourriez vous demander, alors quelles sont les abstractions les plus réelles? Et c'est ce dont je vais commencer à vous parler ce soir. Et je vais en parler en relation avec autant de règles que je puisse exposer simultanément. Je vais faire une revue rapide des règles en premier. Alors la règle numéro 1 est « Tenez-vous droit avec les épaules en arrière ». Et la règle numéro 2 est « Considérez-vous comme quelqu'un dont vous avez la responsabilité d'aider ». Et la règle numéro 3, qui est très étroitement associée à la règle numéro 2, elles sont une sorte de variation sur un thème, est « Soyez amis avec les gens qui veulent le meilleur pour vous ». Et d'ailleurs, ces deux dernières règles ne sont pas des injonctions conçues pour rendre votre vie plus facile, ce sont en fait des injonctions conçues pour rendre votre vie plus difficile. Kierkegaard a dit à un moment donné que son rôle dans la vie étant donné que tout avait l'air de prendre la direction de devenir de plus en plus facile, de toutes les manières possibles, qu'il viendrait un temps où les gens réclameront à grands cris pour avoir des difficultés. Et donc c'est en partie comment il envisageait son rôle dans le monde. Ce qui est assez intéressant, se voyant comme un bienfaiteur universel de l'humanité qui s'efforcerait de ne rien faire d'autre que de rendre la vie plus difficile pour tout le monde. N'est-ce pas? Et donc les règles numéro 2 et numéro 3 sont comme ça, parce que vous considérez comme si vous étiez quelqu'un dont vous avez la responsabilité d'aider n'est absolument pas la même chose comme juste être gentil avec vous-même, ce n'est pas ça du tout. Et d'être ami avec les gens qui veulent le meilleur pour vous signifie que ceux-ci exigent le meilleur de vous-même. Et cela n'est aussi pas une chose facile. La règle numéro 4 est « Comparez-vous à qui vous étiez hier et non à qui est quelqu'un d'autre aujourd'hui ». Et c'est une injonction sur la jalousie, n'est-ce pas? Cela est facile de, disons, que vous avez besoin de gens qui, ou plutôt vous avez besoin de choses qui sont au-dessus de vous, parce que vous devez faire quelque chose qui vaille la peine avec votre vie, vous avez besoin de viser quelque chose à atteindre. Mais l'une des conséquences de cela est que vous pouvez devenir envieux des gens que vous croyez avoir atteint plus d'une manière méritée ou non méritée, et cela peut vous rendre amer, et donc c'est beaucoup mieux de vous comparer à vous-même, et de vous utiliser vous-même comme cible pour un développement et une comparaison adéquate. Règle numéro 5 est ne laissez pas vos enfants faire quoi que ce soit qui vous conduirait à avoir de l'antipathie envers eux. Et la règle en gros ici est que si ce qu'ils font vous conduit à avoir de l'antipathie envers eux, alors les autres personnes en auront aussi. Et c'est une mauvaise idée de laisser vos enfants agir d'une manière qui conduit les autres enfants à avoir de l'antipathie envers eux, ou les adultes à avoir de l'antipathie envers eux, étant donné qu'ils auront à interagir avec d'autres enfants et ils auront à interagir avec des adultes. Alors, votre responsabilité première en tant que parent et d'aider votre enfant à apprendre à se comporter de manière à ce que le monde social leur ouvre grand les bras et les accueille à tous les niveaux. Et vous avez fait votre travail si vous avez réussi cela. Et cela n'est pas une chose facile à atteindre. La règle numéro 6 c'est ranger votre maison parfaitement avant de critiquer le monde. Et cela n'est pas n'agissez pas pour les autres tant que vous n'avez pas vous-même votre vie en ordre. Ce n'est pas ce que la règle veut dire. Ce que cela signifie est plus rester humble dans votre ambition et travailler
sur ce qui est juste devant vous, quelque chose pour lequel vous souffrirez si vous le faites mal, avant de vous engager dans une transformation à grande échelle d'autres personnes. La règle numéro 7 est de faire ce qui a du sens, ce qui est significatif et pas ce qui est opportun. Et je dirais dans un certain sens, c'est l'esprit central du livre. Pas exactement, parce que la règle numéro 8 qui stipule « dites la vérité ou au moins ne mentez pas » est une conjonction nécessaire à cela, ou un élément supplémentaire nécessaire à cela, car je ne pense pas que vous puissiez poursuivre ce qui est significatif, ce qui a du sens, sans dire la vérité. Et la raison pour cela est que si vous ne dites pas la vérité, ou disons si vous mentez, ce qui est une façon plus simple d'y penser, vous corrompez les mécanismes instinctifs qui se manifestent à vous quand quelque chose est significatif, quand quelque chose a du sens. Et alors, vous ne pouvez plus faire confiance à ces mécanismes, et cela est vraiment une très mauvaise idée. Et donc, la raison fondamentale de ne pas mentir est parce que vous corrompez vos propres perceptions si vous mentez. Et quand vous corrompez vos propres perceptions, alors vous ne pouvez pas compter sur vous-même. Et si vous ne pouvez pas compter sur vous-même, alors eh bien bonne chance à vous, parce que sur quoi allez-vous compter en l'absence de votre propre jugement? Vous n'avez plus rien si vous perdez cela. La règle numéro 8 est, comme je l'ai dit, dites la vérité ou au moins ne mentez pas. La règle numéro 9, supposez que la personne que vous êtes en train d'écouter, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Et cela n'est pas tant une marque de respect pour la personne, même si c'est cela aussi, c'est une marque de reconnaissance de votre propre ignorance insupportable. Vous savez, l'une des choses que vous avez à faire dans la vie est de décider si vous êtes plus. Vous devez devenir plus ami avec... Attendez, laissez-moi essayer de reformuler cela d'une manière plus adéquate. Vous devez décider ce qui est le plus important, ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Tout d'abord, il y a beaucoup de ce que vous ne savez pas. Et donc, si vous vous liez d'amitié avec cela, si vous décidez que cela est important, alors eh bien cela est une bonne chose parce que vous allez être entouré de ce que vous ne connaissez pas votre vie tout entière. Et donc, si vous êtes reconnaissant de cela, alors cela va faire que les choses iront mieux pour vous. Mais l'autre élément de cela est, eh bien, pourquoi devriez-vous être reconnaissant de ce que vous ne savez pas? Et la réponse est, eh bien, vous ne devriez pas si votre vie est de toute façon absolument parfaite sous tous les angles. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez, vous avez tout mis en ordre autour de vous, alors ce que vous savez est suffisant. Mais si vous croyez que les choses pourraient encore être mises d'une manière plus juste autour de vous, dans votre propre vie personnelle et en ce qui concerne l'effet que vous avez sur les autres personnes, alors évidemment ce que vous ne savez pas encore est plus important que ce que vous savez, et vous devriez y prêter attention afin de découvrir ce que vous ne savez pas à toutes les occasions possibles. Et si vous avez de la chance, lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous êtes réellement intéressé par ce qu'ils disent, alors, même s'ils ne sont pas très doués pour articuler leurs pensées, même s'ils sont maladroits ou même s'ils affichent une certaine hostilité envers vous, il y a toujours la possibilité qu'ils vous disent quelque chose que vous ne saviez pas, auquel cas vous pourriez alors, quand la conversation sera finie, être moins ignorant et corrompu que vous ne l'étiez quand vous avez commencé la conversation. Et si votre vie n'est pas tout ce que vous voudriez qu'elle soit, alors être légèrement moins ignorant et corrompu est probablement une bonne chose. Et ainsi, la règle numéro 10 est d'être précis dans votre parole. Et c'est une observation, je dirais que c'est une variante d'une injonction du Nouveau Testament, qui est, ou cela peut être même une description de la nature du monde, qui est « frappez et la porte s'ouvrira, et demandez et vous recevrez », ce qui est une théorie très étrange, disons, mais qui est, je dirais, beaucoup plus en ligne avec ce que nous connaissons sur la psychologie de la perception. Disons que vous ne puissiez peut-être l'imaginer, parce que c'est le cas que vous n'obtenez pas ce que vous ne visez pas à atteindre. Vous pourriez peut-être obtenir ce que vous visez à atteindre. Et votre but pourrait s'améliorer au fur et à mesure que vous visez ce que vous voulez atteindre, ce qui est quelque chose à considérer. Donc si vous précisez la nature, en fait, si vous précisez la nature de l'être que vous voulez amener à l'existence, que vous voulez incarner, alors vous augmentez radicalement la probabilité que cela se produise. Et bien sûr, vous savez tout cela parce que vous vous considérez, au moins dans une certaine mesure, en tant qu'agent créateur actif, n'est-ce pas? Votre attitude fondamentale envers vous-même, au moins de la manière dont vous agissez envers vous-même, c'est que vous vous réveillez le matin et vous avez un paysage de possibilités qui s'offre devant vous et vous faites des choix entre ces possibilités et déterminer en conséquence comment le monde va se manifester à vous.
de sorte que vous affrontez un champ de différents potentiels. Cela est une bonne façon d'y réfléchir. Et à travers vos choix, vous déterminez quels éléments de ces potentiels vont se concrétiser dans le monde réel. Et vous êtes très mécontent de vous-même si vous ne faites pas cela correctement. Et vous êtes très mécontent des autres s'ils ne font pas cela correctement non plus. Et vous êtes très mécontent avec les autres personnes si ceux-ci ne vous traitent pas comme si c'était comme cela que vous êtes. Parce qu'une partie de ce que vous exigez des gens, disons en termes de pure civilité, et qu'ils agissent envers vous comme si vous étiez une personne qui fait des choix volontaires dans un monde de potentiel. Et vous vous élevez les uns les autres pour cela aussi. Si vous avez des enfants et des parents, vos parents vous diront, si vous avez de la chance, tu ne vis pas à la hauteur de ton potentiel. Ce qui est en fait un compliment, dans un sens, même si cela est aussi un jugement. Et le compliment est, je sais parfaitement bien que tu pourrais être plus que tu n'es à présent. Et vous baisserez la tête si vous y pensez un peu et vous penserez comme lorsque vous pensez avec votre propre conscience que, oui, j'ai beaucoup de potentiel que je ne réalise pas pleinement. Et cela constitue en fait une transgression contre le bien. Et je ne pense pas avoir déjà rencontré quiconque ne croyant pas cela. Si vous avez une conversation raisonnable avec quelqu'un, cela semble juste aller de soi, je vais dire. Peut-être de temps en temps vous rencontrez quelqu'un qui est narcissiquement satisfait de lui-même, mais alors c'est parce qu'il est narcissique, et cela n'est pas bon comme stratégie à moyen et long terme, cela est une catastrophe qui se termine en désastre. Vous savez, à court terme, cela protège les gens, mais à long terme, ce n'est pas bon du tout, bien sûr, et les autres gens, en général, n'apprécient pas ce genre d'attitude. La règle numéro 11 est de ne pas déranger les enfants quand ils font du skateboard, et c'est en fait une discussion sur le courage, sur l'encouragement, plus précisément. Parce que j'ai longtemps essayé de comprendre, par exemple, quel rôle les parents jouaient dans la vie de leurs enfants, et je dirais que ceci est un rôle qui est d'une importance fondamentale, comme de tenter de guider vos enfants afin qu'ils agissent d'une manière socialement désirable, afin que le monde s'ouvre à eux. Vous voulez aussi les encourager, ce qui n'est pas la même chose que de les protéger de tout. Cela n'est pas la même chose du tout. Et d'encourager quelqu'un, c'est lui dire quelque chose comme, ou exprimer par ses actions quelque chose comme, « Écoute, gamin, au fur et à mesure que tu grands... » Enfin, le monde est déjà difficile parce que le monde n'est pas plus facile pour les enfants qu'il ne l'est pour les adultes. Les difficultés elles ne sont pas les mêmes, ce sont des difficultés à la taille de l'enfant, mais ce sont quand même des difficultés. Le monde est un endroit très difficile et c'est un endroit amer à bien des égards. Et ce n'est pas seulement un endroit difficile et amer, celui-ci est aussi touché par la trahison et le mal, et c'est la base fondamentale. Mais il y a quelque chose en toi qui est capable d'affronter cela totalement et de le transcender. Et cela est de l'encouragement. Vous dites, eh bien, aussi difficile que les choses puissent être, tu as tout en toi pour relever le défi. Et d'interférer avec les enfants quand ils font du skateboard, par exemple, quand ils font, disons, des choses un peu dangereuses, ce que les enfants font, bien sûr, quand ils pratiquent du skateboard. D'interférer avec cela, c'est d'interférer avec la volonté de l'enfant de s'exposer volontairement aux risques auxquels ils doivent s'exposer afin de développer le genre de compétences qui leur permettront de s'épanouir dans un monde où ils ne peuvent pas être toujours protégés. Et donc, d'interférer avec les enfants quand ils prennent des risques nécessaires, ce n'est pas de l'amour ni de l'empathie, mais de la lâcheté de la part des parents. Et c'est profondément dommageable aux enfants. Et je peux vous dire, en tant que psychologue clinicien, je n'ai jamais eu un client venant à mon bureau dans toutes les centaines de rencontres que j'ai eues avec des gens à mon cabinet, je n'ai jamais eu un seul client qui m'a dit « mes parents m'ont rendu trop indépendant ». N'est-ce pas? Cela n'est jamais arrivé, même pas une seule fois. N'est-ce pas? Maintenant, mes parents m'ont rendu trop dépendant ou j'ai comploté avec mes parents pour perpétuer ma dépendance, cela arrivait tout le temps. Donc, il y a une règle approximative que je pense est très bonne et que je crois est souvent appliquée dans les maisons de retraite par les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, ce qui est bien sûr un travail très difficile, et la règle est « ne faites rien pour quelqu'un qu'il ne pourrait faire par lui-même ». Et la raison pour cela est que c'est une forme de vol, n'est-ce pas? Tout d'abord, si vous faites quelque chose pour quelqu'un et que cela facilite leur mouvement vers l'avant, alors ils avancent parce que vous les avez aidés. Ce à quoi je faisais toujours très attention en tant que thérapeute.
Je ne veux pas donner à mes clients des conseils. Premièrement, car cela pourrait échouer, auquel cas ils devront payer pour mes conseils. Et deuxièmement, si cela réussit, alors je deviendrai la raison de ce succès. Et je ne veux pas voler le succès de mes clients. C'est une très mauvaise idée. Je veux les aider à déterminer ce qu'ils devraient viser à atteindre, puis les aider à établir une stratégie pour atteindre cela. Mais je veux m'assurer que c'est leur destin, non quelque chose que j'impose. Et bien sûr, l'imposition de ce genre de choses est la marque d'une mauvaise, je dirais d'une mauvaise relation thérapeutique, mais aussi d'une mauvaise relation tout court, n'est-ce pas? Donc, l'une des choses que vous voulez faire avec votre partenaire, votre conjoint, disons votre mari ou votre femme, et aussi avec vos enfants, est de les écouter afin que vous puissiez déterminer ce que sont leurs problèmes et les comprendre avec eux, parce qu'ils vont les comprendre en communiquant sur ceci. Et ensuite, peut-être les aider dans le développement d'une stratégie. Mais vous devez vous assurer très soigneusement que vous n'êtes pas en train d'imposer votre propre structure d'une manière qui leur volera ce qui leur revient de droit. Donc, la règle numéro 11 est une injonction au courage comme antidote fondamental, parce que vous pourriez vous demander quel est l'antidote aux catastrophes de l'existence. Et une réponse pourrait être la sécurité. Eh bien, vous savez, oui, tout le monde a assez de bon sens pour savoir qu'un certain niveau de sécurité vaut la peine. Comme vous devriez probablement porter votre ceinture de sécurité quand vous roulez en voiture, car pourquoi prendre des risques inconsidérés? Mais étant donné qu'il n'y a pas de sécurité absolue dans la vie, quand on en analyse l'ensemble, alors l'encouragement est un bien meilleur remède que la mise à l'abri absolue. Et cela est, je pense, sur la même longueur d'onde de l'idée que la vie n'est essentiellement pas un endroit pour atteindre le bonheur, ou même viser d'atteindre le bonheur, même si vous devriez être reconnaissant si un peu de bonheur vient à vous de temps en temps. Mais la vie est plus un appel à quelque chose comme une aventure, et je pense que cela est la manière appropriée de le conceptualiser. Certainement, si vous allez regarder une histoire, un film ou lisez un livre, quelque chose comme ça, si vous êtes confronté à un récit qui est captivant, que cela soit une romance ou une histoire d'aventure classique, alors l'élément de celui-ci qui est captivant, c'est l'aventure. Et ainsi de dépeindre la vie comme une aventure, dans une romance et dans le monde, est la façon appropriée de représenter cela, et la façon dont vous facilitez l'aventure passe par l'encouragement. J'avais un client une fois que j'appréciais beaucoup, c'était un type bien, un type intelligent, un jeune, plutôt beau garçon, il avait tout pour lui, vous savez. Il était un bon musicien, c'était un athlète talentueux, mais il n'avait pas été encouragé, je dirais. Il m'a parlé de sa relation avec sa petite amie. Il m'a dit que sa petite amie voulait aller faire une excursion à vélo dans le sud d'Ontario. Elle avait quelque chose comme 19 ou 20 ans. Et il réfléchissait à la joindre dans ce périple. Et quand elle est allée parler à ses parents de ce projet, ils ont pris toutes les dispositions possibles pour l'aider à préparer ce voyage, s'assurant que son vélo était en bon état, s'assurant qu'elle avait le bon équipement, l'aidant à tracer un itinéraire, etc. Et quand lui est allé parler à ses parents de ce projet, tout ce qu'ils ont fait a été de s'inquiéter qu'il allait se blesser. Et c'est vrai, après tout, quelque chose pourrait lui arriver, il pourrait se blesser parce que les gens se blessent, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de choisir entre le mal qu'ils pourraient rencontrer en allant dans le monde et en partant à l'aventure, disons, avec sa petite amie, et le mal qu'ils pourraient rencontrer en restant à la maison, recroquevillé lâchement dans son sous-sol, sous la protection de ses parents aimants surprotecteurs, pendant que sa petite amie s'aventurait courageusement dans le monde. Vous pouvez alors réfléchir à laquelle de ces deux choses est le plus susceptible d'être dommageable. Et la réponse à ça était, eh bien, ses parents seraient moins inquiets s'ils restaient au sous-sol. Et cela est même la mauvaise inquiétude parce qu'ils devraient être plus inquiets qu'ils restent dans le sous-sol, pas moins inquiets. Et donc, la règle numéro 12 est caresser un chat quand vous en rencontrez un dans la rue. Et c'est assez, curieusement, une méditation sur la fragilité. C'est une discussion sur ce que vous faites quand vous ne savez pas quoi faire. Et c'est vraiment quand les choses ont vraiment mal tourné pour vous. Lorsque vous faites face à une terrible tragédie dans votre propre vie personnelle, ou dans votre vie familiale, ou peut-être même dans la vie de votre communauté, quand les choses viennent s'entasser sur vous trop rapidement, dans le cas d'un décès dans la famille, ou d'une terrible maladie, ou l'effondrement d'un rêve, ou n'importe laquelle de ces choses qui peuvent mettre votre monde sans dessus-dessous. Et donc, comment vous pouvez faire face à ça? Et ce chapitre contient une discussion sur la nécessité de réduire votre cadre temporel.
Vous savez, parce que parfois, la bonne manière de regarder le monde est à travers les années à venir, et parfois c'est à travers les mois à venir, et quand les choses sont peut-être un peu plus incontrôlables, c'est à travers les jours à venir, et quand les choses sont vraiment, quand vous êtes vraiment au bord du gouffre, c'est à travers les heures ou même les minutes à venir. Et pendant ces minutes, alors vous vous concentrez à faire du mieux que vous pouvez avec ce qui est juste devant vous, pour la plus longue unité de temps que vous pouvez tolérer et conceptualiser. Peut-être que c'est ce que vous faites sur le lit de mort d'un de vos proches, et pendant que vous faites cela et que vous souffrez terriblement, alors vous prenez aussi le temps d'apprécier autant que vous pouvez ce qui se manifeste et qui se laisse être apprécié. Et donc cela est la métaphore du chat, je suppose. Donc, voilà les 12 règles.